Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, Dominique Moïsi, géopolitologue, conseiller spécial de l'IFRI, fondateur de l'IFRI et conseiller spécial à l'Institut Montaigne, Guy Konopnicki-Marianne, Ariel Schwab, Havas Communication, Benjamin Haddad, chercheur en relations internationales. On va parler de l'Ukraine, de l'OTAN, de la campagne des législatives, de la nouvelle Premier ministre, c'est comme ça qu'on dit, et c'est comme ça qu'elle souhaite être présentée. La nouvelle première ministre, c'est ce que j'ai dit. Non, parce que Édith Cresson était Premier ministre, elle est Première ministre. Elle est Première ministre et elle tient à ce qu'on la présente comme ça. Elle l'a dit ce matin. C'est donc la Première ministre. Du dimanche. Oui. Et on va parler évidemment de la composition du gouvernement et on va commencer puisqu'on a deux éminents spécialistes en relations internationales. On va commencer par la guerre en Ukraine. Mariupol est occupé. Le site Azovstal entièrement libéré selon l'armée russe. L'offensive russe reprend, elle s'intensifie même, et on a de plus en plus un face-à-face russo-américain qui se durcit. Volodymyr Zelensky se dit prêt à négocier avec les Russes. On a du mal, Dominique Moïsi, on commence avec vous, on a du mal à savoir, à comprendre où on en est aujourd'hui dans cette guerre d'Ukraine. Oui, c'est effectivement pas clair. Je dirais qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase, je dirais, de divine surprise. Les Ukrainiens résistent beaucoup plus qu'on ne le pensait. Les forces russes sont beaucoup moins aguerries, compétentes, mobilisées, motivées qu'on ne le croyait. Et il y a, je dirais, un équilibre qu'on peut définir ainsi. La Russie ne gagne pas, donc elle perd. L'Ukraine ne perd pas, donc elle gagne. Et depuis quelques jours, on s'aperçoit quand même que la situation est moins claire, que les Russes progressent dans le Donbass, que la ville de Mariupol est effectivement tombée, et on revient à une phase plus réelle par rapport à l'estimation de l'équilibre des forces. Alors maintenant, le point essentiel, me semble-t-il, c'est de savoir quels sont les objectifs de guerre de part et d'autre, parce que ces objectifs ont été à géométrie variable. Ils étaient fonction de la montée sur le terrain d'une partie ou de l'autre et de la perception que l'on pouvait en avoir. Donc voilà, situation complexe. La guerre s'installe dans la durée. Les Ukrainiens ont réalisé des exploits, mais il y a un rapport de force qui n'est quand même pas en leur faveur. Benjamin Haddad, alors on vous reçoit, c'est la première fois qu'on vous reçoit, on est content de vous avoir. On va parler aussi un peu des législatives. Vous êtes candidat à Paris, mais on vous sollicite surtout maintenant avec votre casquette de chercheur en relations internationales. Vous avez vécu en Amérique pendant quelque temps, vous étiez à Washington. Oui. Oui, absolument. J'ai vécu 7 ans aux États-Unis où j'ai travaillé dans des think tanks. J'ai aussi passé du temps en Ukraine. J'y étais en janvier. Je partage l'analyse de Dominique Moïsi. On savait depuis le début que le conflit dans le Donbass serait plus difficile pour les Ukrainiens pour plusieurs raisons, à commencer par le fait que la Russie contrôle déjà, avec des groupes séparatistes qu'elle soutient depuis 2014, contrôler une partie du territoire de Donetsk et Louhansk. Évidemment, la ville de Mariupol a été aussi victime d'un véritable martyre depuis le début de ce conflit. Il y a une résistance
héroïque. On a annoncé la chute de la ville pendant des semaines, mais elle a fini par tomber, ce qui permettrait peut-être à la Russie de faire la continuité territoriale entre le Donbass et la péninsule de Crimée au sud, qui a été annexée aussi en 2014. Mais les Ukrainiens continuent à enregistrer des victoires. Par exemple, la ville de Kharkiv, d'ailleurs, parenthèse, ville russophone. On nous avait expliqué au début du conflit que les villes russophones pourraient être plus pro-russes. On voit bien aujourd'hui qu'elles résistent ardemment aussi et que le sentiment national ukrainien transcende largement les communautés linguistiques. Pour cette ville de Kharkiv, les Ukrainiens ont pour l'instant réussi à repousser l'assaut des troupes russes. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on entend en ce moment le président Zelensky commencer peut-être à dessiner les contours de ce que pourrait être une sortie de crise par la diplomatie. Il l'a dit hier en disant que finalement revenir aux frontières du 24 février, donc c'est-à-dire la date de déclenchement de l'agression russe, pourrait être considéré comme une victoire. Il faut rappeler que le président Zelensky, depuis le début, a toujours été un pragmatique. C'est quelqu'un qui a demandé à nombreuses reprises à rencontrer Vladimir Poutine, qui a dit lui-même que l'Ukraine pourrait abandonner sa candidature à l'OTAN en échange de garanties de sécurité des pays occidentaux, qu'il était prêt à donner une plus grande autonomie ou décentralisation au territoire du Donbass. Je crois que l'Europe peut aussi jouer un rôle dans ce cadre pour donner peut-être une vraie perspective européenne et soutenir économiquement la reconstruction de l'Ukraine pour dessiner là aussi les contours d'une sortie de crise. C'est encore trop tôt, mais on peut peut-être voir, à mon avis, une lueur dans la situation actuelle. Alors, je vous garde tous les deux encore un moment, et évidemment, Ariel Schwab et Guy Konopin qui peuvent intervenir. Il y a aussi cet élargissement de l'OTAN à la Finlande, à la Suède, voire à la Suisse, qui se heurte à une opposition et à une menace de marchandage de la part de la Turquie. Dominique Moïsi, ça va être difficile de contourner ce refus de la Turquie. Ça va être difficile, mais j'ai l'impression quand même que Erdogan fait une diplomatie de bazar. Il attend quelque chose. Il joue la politique de la valeur de nuisance. Il s'inspire, me semble-t-il, de Poutine. Qu'est-ce que je peux retirer de cela? Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Et donc, je pense que les arguments qu'il utilise, là maintenant, il commence à dissocier entre la Finlande qui pourrait rentrer et la Suède, ce serait plus difficile. On est dans une posture de marchandage. Je ne crois pas qu'à terme, Erdogan puisse vraiment bloquer l'entrée dans l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Il cherche autre chose. Et cette autre chose, ça peut être, on l'a beaucoup dit, des pièces détachées pour son armement que l'Amérique lui refuse en ce moment parce qu'il a acheté des armes russes, ce qui pour un membre de l'OTAN n'était pas très cachère. Mais non, le point majeur, c'est que quand même, en l'espace de moins de 3 mois, Poutine a réussi à faire oublier une tradition de neutralité de plus de 2 siècles à la Suède. Ce qui est incroyable, c'est que le 23 février, il y avait 23% des Finlandais qui voulaient entrer dans l'OTAN. Aujourd'hui, ils sont près de 90%. Donc il y a eu un effet Poutine extraordinaire. Poutine est en train de transformer potentiellement la mer Baltique en lac de sécurité intérieure pour l'Alliance Atlantique. Benjamin Haddad. Là, déjà, je suis fondamentalement d'accord avec ce point. Il y avait une petite minorité en Suède et en Finlande qui était favorable à l'entrée dans l'OTAN avant le 24 février. On ne peut pas dire que c'était un débat très vibrant. Effectivement, maintenant, vous avez plus de 70% de la population dans les 2 pays. Donc on voit ce que c'est que la dynamique de l'élargissement de l'OTAN quand on entend certains qui disent l'OTAN annexe des pays. Mais non, c'est des pays qui se sentent menacés et leur opinion publique demande l'entrée dans l'OTAN. Et ce sont nos alliés, donc c'est naturel aussi de l'accepter. On voit depuis des années
sous-marins nucléaires russes en mer Baltique. On voit l'espace aérien suédois régulièrement violé par la Russie, des menaces maintenant très explicites de la part du régime. Donc c'est normal. Alors sur la dimension turque, je suis d'accord, je crois que nous sommes dans une logique de négociation. Erdogan se comporte comme Poutine le fait souvent, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils arrivent souvent à dealer entre eux. C'est-à-dire on est dans une logique de rapport de force et de marchandage et on verra ce qu'on peut en tirer, parce qu'il y a un assez large consensus à part la Turquie dans l'Alliance Atlantique entre les États-Unis, la France et d'autres pour ouvrir la porte à la Suède et la Finlande. Mais un dernier point, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qu'on peut faire dans la période transitoire. Parce que même si on arrive à lever le veto turc, ça mettra du temps pour entrer dans l'OTAN. Et c'est là peut-être que la dimension européenne peut jouer. Vous savez que dans l'OTAN, vous avez le fameux article 5 de défense collective, un pour tous, tous pour un. Si un pays est attaqué, les autres considèrent qu'ils sont eux-mêmes en guerre. Alors, c'est un peu plus compliqué dans la réalité parce que chaque pays est souverain de décider quel type de soutien il va apporter, mais en tout cas, c'est le principe de défense collective. Mais l'Union européenne, dans le traité de Lisbonne, a un article similaire, l'article 42.7, que pour l'instant, on n'a jamais vraiment utilisé, on n'a pas trop mis de contenu, donc ça peut être intéressant. La Suède et la Finlande sont membres de l'Union européenne, de se demander ce qu'on peut faire pour les soutenir, pour les aider, pour envoyer des signaux de solidarité dans les prochains mois et prochaines années. Alors, Ariel puis Guy. Alors, deux sujets qui sont liés évidemment. Mariupol d'abord. Mariupol, au-delà de l'inquiétude que peut générer cette victoire russe, c'est quand même un symbole très fort à beaucoup d'égards. D'abord, depuis le début, la ville a été la ville la plus martyrisée et en même temps la plus recouverte par le silence et l'absence d'information. Il y avait des articles édifiants sur le fait que les derniers journalistes et les derniers photographes étaient partis et que plus personne ne pouvait survivre et surtout raconter ce qui était en train de se passer. Et donc il est tout à fait probable que en ouvrant le couvercle plus tard de ce qui se passe, on découvre un niveau de violence et d'acharnement encore plus puissant que ce qu'on a pu anticiper. C'est un symbole à plusieurs égards et c'est probablement aussi pour ça que la ville est aussi violemment attaquée, parce que il semblerait que les habitants de Mariupol se soient auto-décrétés symbole de la résistance à la Russie, avec ce que décrivait Benjamin, c'est-à-dire le symbole de la non-affiliation russe, alors même que beaucoup d'entre eux parlent russe, que même beaucoup d'entre eux, une forte proportion de la population a des origines ou des liens avec la Russie familiaux et une identité russe. Donc c'était, pour les gens de Mariupol et donc certainement pour Poutine, le symbole à abattre par excellence. Et de fait, il semblerait que Poutine l'ait mis en scène comme une revanche dans toute sa splendeur et une démonstration de sa force. Donc de ce point de vue-là, effectivement, cette défaite est quand même extrêmement difficile et à la fois, elle met en avant, comme il y en a dans toutes les guerres, des symboles qui resteront probablement dans l'histoire au vu de toutes ces dimensions-là de guerre réelle et symbolique. Guy Gonopnik. Ouais, en fait, la Russie récupère une ville fantôme où une partie des habitants ont été évacués. Il y a éventuellement, certains semblent avoir été évacués du mauvais côté. Et on ne sait pas ce qu'ils deviennent, comme on ne sait pas non plus ce que vont devenir les soldats ukrainiens qui se sont rendus. Ils sont peut-être une monnaie d'échange, sans doute une monnaie d'échange dans les négociations. C'est une victoire russe. Et au nord, Kharkov, c'est une défaite. Parce que Kharkov, c'est vraiment la ville russophile de l'Ukraine, historiquement. C'est-à-dire que dans la guerre civile que j'évoque, si vous me permettez, dans Historia ce mois-ci, Ukraine, l'endroit, la tête de pont des bolcheviks, c'est Kharkov, l'endroit où ils s'installent. Alors tout ailleurs, c'est où les nationalistes ou les anarchistes mes chers anarchistes, de Nestor Makhno, mais pas les bolcheviks. C'est Kharkov, qui est ensuite le lieu où, extrêmement important dans la symbolique soviétique, le premier congrès de l'Union des écrivains, c'est à Kharkov, etc. Mariupol est aussi une symbolique de ce point de vue, puisque la ville s'appelait Jdanov, du nom de Jdanov.
L'ancien Dauphin ministre de de la Staline, Culture. assassiné par la vodka, et on accusa les médecins juifs, alors qu'en fait, l'assassin de Jdanov était assez connu de tout le peuple russe. C'est la vodka, bien. Alors après, quand même, d'un point de vue russe, la politique de Poutine produit une incroyable défaite historique. C'est l'histoire de la Finlande et de la Suède, quoi qu'il en advienne. Parce que la Finlande, neutralisée par les victoires contre le maréchal Mannerheim, les victoires de l'armée rouge, la stratégie de Zhukov pour désenclaver Leningrad, assiégé par la Wehrmacht. Et à partir de là, ils ont repoussé les Finlandais. Et ils obtiennent que ça devienne un pays neutre après la guerre. Quant à la Suède, qui doit son indépendance à la stratégie de Bernadotte, qui s'est alliée avec la Russie contre la France, et comme ça qu'ils s'en sont sortis. Et donc, depuis, ils n'ont été officiellement engagés dans aucun conflit, dans aucune alliance militaire. Les voilà dans l'OTAN, c'est quand même incroyable. Alors on sent qu'il sort d'un article sur Historia qui revient sur les origines. On va peut-être revenir un peu en fin d'émission sur la politique étrangère, mais je voudrais qu'à ce stade on dise quelques mots et on fasse un premier tour de table général sur le nouveau gouvernement qui a été annoncé vendredi après-midi, et le premier Conseil des ministres aura lieu demain lundi. Alors on va entrer dans les détails à la fois sur les nouveaux ministres et aussi sur le choix de la nouvelle Premier ministre. Je sais que vous avez des choses à dire là-dessus, mais d'abord une appréciation générale. Comment vous appréciez ce nouveau gouvernement ? On peut commencer avec vous, Benjamin. Oui. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un accent fort qui est mis sur l'expérience. Vous avez plus de la moitié des ministres qui étaient dans le gouvernement précédent, certains au même poste comme Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. Vous avez Elisabeth Borne, évidemment, qui est promue première ministre et qui était déjà ministre du Travail. Et je crois que ça signale que les prochains mois, les prochaines années vont être difficiles, avec des réformes très difficiles et très stratégiques à porter. Évidemment, à commencer par la réforme des retraites. Et je crois que c'est ce qui explique aussi le profil d'Elisabeth Borne, c'est-à-dire une négociatrice aguerrie qui va devoir porter, qui va devoir faire de la concertation, mais aussi faire avancer cette réforme. On sait que sur la question de la fonction publique, sur l'éducation nationale, on aura aussi des dossiers très importants à porter. Donc moi, je pense que c'est ce qui me marque le plus, à mon avis, dans l'impulsion qui est donnée là par ce nouveau gouvernement. Ariel Schwab. Peut-être plus encore, enfin ce qui me marque en tout cas plus encore que l'expérience, parce qu'il y a aussi des gens qui sont relativement jeunes, c'est l'expertise qui s'est créée et construite, c'est vrai, avec le premier quinquennat. Et donc il y a quand même une forme de continuité. J'espère que du côté législatif, on bénéficiera aussi, s'il y a une vague Macron et l'AREM, d'une forme d'expérience et d'expertise qui, il faut le dire quand même, lors de la constitution de la première assemblée, avait cruellement manqué aux députés dans le résultat législatif. Et je pense aussi qu'on a quand même beaucoup payé ce démarrage chaotique à cause de cette inexpérience. Pour moi, c'était une grosse explication inquiétante. Il y a quand même des éléments, alors qu'on analyse comme étant disruptifs, inattendus, qui, à mon sens, sont quand même l'élément qui n'est pas le plus rassurant dans les décisions, en particulier sur ce qui me semble être un point à noter chez Macron, c'est la volatilité idéologique. C'est-à-dire que, et notamment, on va y revenir, je pense, de toute façon, le choix de Pape Ndiaye comme ministre de l'Éducation, je trouve personnellement que c'est plutôt une bonne nouvelle, même si ça peut étonner certains, et donc on va en reparler. Pour autant, la partie qui m'inquiète quand même un peu dans cet aspect-là, c'est l'absence de continuité, c'est-à-dire qu'on est passé quand même d'une ligne en matière d'éducation nationale et sur les questions d'identité
extrêmement ferme, qui était vraiment le côté le plus ferme sur ces questions-là, qui était incarné par Blanquer, Schiappa, qui portait beaucoup ça, et côté intérieur par Gérald Darmanin, qui lui reste. Et là, on se retrouve avec, pour le coup, une ligne que je trouve intéressante et à laquelle, à mon sens, il faut donner une chance vraiment, qui est aussi une ligne de mesure, mais qui, en tout cas, qui est celle de Pape Ndiaye, mais qui est très différente. Et donc, cette espèce de flou qui est pour des raisons tactiques, politiques, j'imagine, mais qui dénote quand même l'absence d'une colonne vertébrale idéologique, ça, par contre, ça m'inquiète. Guy Konopnicki. Moi, je me demande si nous n'avons pas une certaine clarification du fameux et en même temps, c'est-à-dire les choses sérieuses à des gens venus de droite. L'économie et l'ordre public. Voilà, vous avez le maire Darmanin, ça vient de la droite, on rassure, c'est solide. On compense un peu le maire par Gabriel Attal, qui est au budget, qui lui ne vient pas de droite, il n'a pas du tout le profil d'un homme de droite, mais quand même, l'ordre est là. On préfère les avocats aux magistrats, donc Dupond-Moretti, salué par les avocats, attaqué par les magistrats, donc choix des avocats, c'est tout à fait intéressant comme choix. Et le progressisme, qui vient de gauche, pour des choses accessoires comme l'éducation et la culture. En gros, une collaboratrice de Bertrand Delanoë à la culture et Pape Ndiaye à l'éducation. Une vision assez bourgeoise de la France comme ça. C'est-à-dire, les idées de gauche, c'est bien pour la culture et l'éducation, et à la condition de maintenir l'ordre. Et après, au milieu de ça, il y a l'État. Les gens qui viennent de l'État. Et ça, c'est Elisabeth Borne et sa garde rapprochée. Et la transition écologique. C'est Polytechnique, c'est l'ENA, c'est truc. Donc oui, avec la transition écologique. Alors, on poursuit, on va aller dans les détails, mais on poursuit le tour d'horizon avec Dominique Moïsi. Appréciation générale sur ce gouvernement. Bon, d'un mot, je n'ai aucune légitimité particulière, sauf celle d'être un citoyen. Je suis plutôt rassuré par ce gouvernement, en particulier par le choix d'Elisabeth Borne. Je pense que son histoire, son parcours sont une garantie de sérieux, d'effort. Non, moi je suis plutôt très très positivement, non pas surpris, mais conforté par ce gouvernement. C'est un gouvernement de combat. Alors on va voir, bien entendu, si il disposera à l'Assemblée des moyens qui lui sont nécessaires, mais d'après les sondages, ce devrait être le cas. Donc j'oublierai les fulminations qui me paraissent ridicules, idéologiques, contre Pape Ndiaye. C'est vrai qu'il y a un élément de provocation dans son choix, mais c'est un homme de qualité qui n'est pas du tout, contrairement à ce qui a été dit, un extrémiste, qui se situe dans une continuité républicaine. Donc c'est très bien tout ça. Catherine Colonna au Quai d'Orsay, c'est une professionnelle tout à fait sérieuse, compétente, et qui ne fera pas d'ombre au président de la République, qui reste le maître des horloges en ce qui concerne l'international. Donc, personnellement, bon point au président de la République. Alors, on va revenir. Restez avec nous. Et je vais vous laisser. Là, vous allez nous laisser. Alors, voilà. merci d'avoir été avec nous, Dominique Moïsi, et on va aller dans les détails, notamment savoir si c'est vraiment de la fulmination que de remettre ou une grosse erreur de casting, l'arrivée de Pape Ndiaye qui passe pour être un wokiste. Vous nous direz si c'est votre sentiment ou pas. Tout de suite, le rappel des titres, Eva Soto. Nous en étions au nouveau
gouvernement et au départ de Jean-Marie Blanquer, remplacé par Pape Ndiaye, qui passe encore une fois pour être un wokiste. Est-ce que finalement Pape Ndiaye aurait pu faire partie d'un gouvernement Mélenchon, c'est vrai, Guy Konopliki? Alors, oui, d'ailleurs, là où c'est un bon coup politique, parce qu'on est quand même en campagne législative, de la part d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a un ministre attaqué par l'extrême droite et salué par la gauche. Donc c'est idéal. C'est idéal, en fait, dans la manière de faire le partage entre le camp républicain, démocrate, et il piège la gauche. Bon, ça, c'est la tactique politique. Après, sur la question woke, je note quand même que les attaques de Marine Le Pen et Zemmour sont clairement racistes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les écrits, d'ailleurs ils n'en parlent pas, et pour cause, que la personnalité et l'origine. Voilà. Oui ou non, une partie de la France vient de l'immigration subsaharienne, métissée, pas métissée, etc. C'est une des composantes de la population française. Entre les extrémistes qui, dans l'université, pratiquent les interdits à coups de manifestation, avec souvent une dimension antisémite, et la nécessité de travailler sur l'histoire coloniale, sur l'histoire de l'esclavage, sur l'histoire de l'immigration. Mais ça, personne ne le met en doute. Mais est-ce qu'il fallait choisir ce profil-là pour être ministre de l'Éducation? Alors, je me tourne vers... Vous avez un historien de ça. Il y a quand même, dans ce pays, une opposition à l'étude. J'ai en tête la manière dont les mêmes ont attaqué le travail de Benjamin Stora, qui était le prédécesseur de Pape Ndiaye à la Cité de l'immigration, parce qu'il ne fallait pas refaire la mémoire de la guerre d'Algérie, de l'Algérie comme l'a fait Stora, et il ne faut pas faire l'histoire des Africains, de la colonisation française, de l'esclavage, comme l'a fait Pape Ndiaye. Non, c'est je note qu'Elisabeth Borne, ce matin, dans le journal du dimanche, dit « Pape Ndiaye aura à cœur de capitaliser sur ce qui a été fait sous le précédent quinquennat ». Alors, s'il s'agit de capitaliser sur ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer, pourquoi prendre quelqu'un qui est le contraire de Jean-Michel Blanquer? C'est pas très logique. Ceci s'appelle de la langue de bois. Absolument, voilà. Je confirme. Alors, Benjamin, est-ce qu'il est wokiste ou est-ce qu'il n'est pas wokiste? Vous avez vu ça dans les campus américains de près. Moi, je crois que déjà, dans notre pays, on a besoin un peu d'apaisement et de souffler. Là, on voit les esprits qui s'enflamment. Je suis allé regarder un peu ce qu'écrit Pape Ndiaye. C'est un historien reconnu qui, par exemple, s'oppose à des notions qui sont avancées par l'extrême gauche, comme la question de racisme d'État ou de suprémacisme blanc. Ça, c'est des notions qu'il récuse et qui divisent, qui clivent. Parler du mouvement wokiste que j'ai bien vu aux États-Unis, c'est un mouvement qui refuse précisément toute forme de débat, parce qu'en fait, il consiste à dire que ce qui compte, c'est pas les idées, c'est qui on est, d'où on vient quand on parle. Et donc, on ne peut plus avoir d'empathie, on ne peut plus avoir d'universalisme, on ne peut plus avoir même d'échange. Et moi, je ne vois pas ça aujourd'hui, ni dans les travaux, ni dans les prises d'opposition de Pape Ndiaye. Mais au-delà de ça, moi, regardons les positions aussi du président de la République ces 5 dernières années, par exemple, sur ces sujets. Il faut le rappeler, on n'a jamais autant commémoré l'histoire de France que ces 5 dernières années. À la fois avec des personnalités, le bicentenaire de Napoléon, Simone Veil, Joséphine Baker. Et en fait, c'est ça, je pense qu'on peut commémorer notre histoire tout en l'élargissant aussi, en étant inclusif. Il y avait un moment qui m'avait marqué quand il y avait le mouvement des destructions de statues aux États-Unis. Et Emmanuel Macron avait dit, on ne va pas détruire de statues,
Donc il avait tout de suite mis un point à cette polémique, dit on peut en construire de nouvelles. On peut, effectivement, et c'est ce qu'on a fait avec Joséphine Baker, et on peut d'un côté célébrer l'histoire de France, et d'un autre côté essayer d'avoir un débat apaisé, porté par des experts et des historiens, sur notre histoire, sur l'histoire du colonialisme. Nous espérons faire avec Missak Manouchian. Exactement. Et voilà, donc c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Je crois qu'on a bien avancé, par exemple, ces dernières années sur la question de la mémoire du génocide au Rwanda et le rôle de la France. Il y a d'autres chantiers sur lesquels c'est plus difficile. Mais voilà, je crois qu'il faut trouver cet équilibre. Mais là, il y a vraiment une polémique, vous l'avez dit, raciste, qui est portée par une partie de l'extrême droite qui essaie d'hystériser ce débat. Ariel Schwab. Les éléments qui peuvent poser question aux personnes comme nous qui suivons de près l'arrivée ou non de l'INAMICO en France, c'est la question du rapport à l'assignation identitaire. Et c'est vrai que sur cet aspect-là, probablement que Pape Ndiaye n'est pas absolument clair, mais il est aussi, et c'est ce qui à mon avis le distingue du woke, fondamentalement modéré. Le mouvement woke, une des caractéristiques du mouvement woke, c'est la radicalité, c'est la décision de renverser la table et d'utiliser la mécanique même du racisme, de l'assignation identitaire, du classement des populations par ordre de privilège pour créer un ordre exactement inverse avec des logiques d'exclusion exactement symétriques. Cette logique de symétrie totale dans la radicalité, et parfois même la violence, mais à minima dans la radicalité, n'est pas du tout caractéristique de Pape Ndiaye, ni semblerait-il de ses travaux, ni de sa personnalité. Moi, je pense que c'est le meilleur élément pour se prémunir de cette logique-là. Par ailleurs, il faut quand même rappeler des faits d'armes en matière identitaire de Pape Ndiaye. On l'a connu, nous, à l'époque, quand je présidais l'UEJF, opposant un des premiers dénonciateurs des dérives de Dieudonné, à l'époque où tout le monde n'y voyait pas clair et n'était pas lucide sur cet aspect-là. Et du coup, il a été attaqué des deux côtés de son identité, ce qui est souvent le bon moyen de savoir que quelqu'un est au bon endroit, c'est quand il est attaqué par les deux extrêmes. Première chose. Deuxièmement, il a dénoncé et il a beaucoup pris de position par rapport à, je ne sais pas le prononcer, mais Benjamin saura peut-être, Louis Farrakhan, le chef de Nation of Islam. Donc, en gros, il a beaucoup travaillé sur les dérives extrémistes de ceux qui se revendiquaient comme étant à la tête de nations noires ou de mouvements d'émancipation des Noirs avec violence et radicalité. Donc, je pense qu'il faut quand même prendre un peu de recul. Et après, effectivement, il faut lire aussi ça comme une tactique politique. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise, j'en sais rien. Sur quand même cet élément que vous qualifiez de langue de bois, effectivement, de prise de position, d'explicitation en tout cas de la Première ministre. En effet, c'est vrai quand même très peu de continuité entre Pape Ndiaye et Jean-Michel Blanquer. Et ça, oui, mais ce sont des volte-face. On a l'impression quand même... Pardon. Juste un mot. On a l'impression, c'est vous qui avez utilisé cette expression de gouvernement de clin d'œil. On a une pincée de celui-ci, une pincée de celle-là. Il n'y a pas véritablement une vision dans ce gouvernement. C'est-à-dire, Guy. On comprend que c'est un gouvernement d'avant les législatives et qui sera remanié d'une manière ou d'une autre. Bon, ça c'est la tradition, c'est l'habitude, etc. Il y a quand même une inflexion politique qui m'inquiète. Je vais prononcer un gros mot, laïcité. Je constate que ceux qui ont été... Alors, Pape Ndiaye, dans son discours à la passation de pouvoir, a rendu hommage à Samuel Paty, ce qui me paraît quand même la moindre des choses. La moindre des choses, le minimum. Quand même, les personnalités qui, dans ce gouvernement, ont été le plus en pointe sur la laïcité, en dehors de Gérald Darmanin qui a fait voter la loi séparatisme, mais ces personnalités disparaissent. Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa, parti. Voilà. C'était la laïcité. Voilà. Et donc, défenseurs clairement affichés, considérant la laïcité comme le socle de la référence républicaine.
Là, j'ai peur qu'on ait l'Emmanuel Macron du discours des Bernardins. Alors qu'il annonçait... Une inflexion démocrate chrétienne, qui est quand même sa tendance lourde. La démocratie chrétienne, qui n'est pas... Je ne diabolise pas en disant ça, hein, c'est tout à fait respectable. Mais ce n'est pas le Parti radical socialiste, la démocratie chrétienne. Moi, c'est pas la laïcité, au sens où on l'entend dans la République française. Et comme la laïcité est totalement abandonnée à gauche, mais alors totalement, où là, on présente les adversaires déclarés de la laïcité sont tous candidats investis par Mélenchon. Donc, je suis un peu inquiet pour cette belle exception française, abandonnée par la coalition majoritaire comme par la gauche. C'est quand même un peu inquiétant. Voilà. Alors, on ne peut pas parler de la mairie de Grenoble. Alors là, oui, on va en parler sur l'affaire du Burkini. On va faire un tour de table quand même sur la nouvelle première ministre. Je vais y arriver. C'est une polytechnicienne de choc qui passe pour être volontaire, bonne négociatrice, plutôt de gauche puisqu'elle a été conseillère de Lionel Jospin, directrice de cabinet de Ségolène Royal, anciennement PDG de la RATP. Qu'est-ce qui a poussé le président Macron à choisir Elisabeth Borne pour Matignon? Benjamin. Je crois que c'est la dimension de négociatrice et de meneuse d'équipe qui va vraiment être très importante. Elle était dans le gouvernement précédent sur des thématiques difficiles, au ministère du Travail. Elle va devoir... diriger et manager une équipe avec des ministres expérimentés, et puis surtout il va y avoir des réformes structurelles difficiles à porter, à commencer par la réforme des retraites qui va demander beaucoup de concertation avec les différents partenaires, mais qui va aussi demander de trancher, puisqu'à un moment on voit bien dans notre pays que si on veut garder notre système par répartition, de solidarité, si on veut pouvoir le rendre pérenne avec une démographie vieillissante, avec l'âge passé à la retraite qui est probablement le plus élevé des pays de l'OCDE en France, on va être obligé de réformer, et on va être obligé à un moment d'élever l'âge de départ. Donc c'est une réforme à mon avis qui sera fondamentale. Il y en a d'autres qui devront être portées dans la fonction publique qui a déjà été entamée dans le quinquennat précédent ou dans l'éducation nationale. Je crois que c'est vraiment cet élément-là, à mon avis, qui est primordial dans le choix du président. Alors, est-ce que l'aspect symbolique a compté? Je me tourne vers Ariel et Guy, parce que c'est un parcours professionnel effectivement très riche, mais c'est aussi un parcours personnel qui n'est pas commun. Son père, Joseph Bornstein, a été résistant pendant la guerre et membre de l'OJC, l'Organisation juive de combat, et il a accompagné des gens dans le Maquis, dans le Tarn. Ce qu'on a peu dit aussi, c'est que le père s'est suicidé au début des années 70, alors qu'elle avait 11 ans. Elle a été reconnue pupille de la nation. Tout ça fait partie du parcours. C'est un symbole qui a été choisi, Ariel? Il faut reconnaître que c'est un symbole particulièrement émouvant pour beaucoup de gens. C'est très, très, très fort comme parcours. En particulier son parcours personnel à elle, qui démarre pupille de la nation et qui fait des études d'un tel niveau et qui arrive à ce niveau de responsabilité en tant que femme, qui plus est. C'est une somme de symboles, en effet, de marqueurs incroyables. Il y a un élément effectivement qui est son héritage, par ailleurs, celui de son père, donc de la résistance, d'une part, et par ailleurs, effectivement, une identité juive aussi, qu'elle assume sans la mettre particulièrement en avant. Enfin, je trouve qu'elle a en plus une position par rapport à cet héritage-là qui est tout à fait honorable et à sa place. Donc, à la fois sans aucun déni, mais sans en jouer d'une quelconque manière, ni s'en départir. Et puis, par ailleurs, enfin, évidemment, c'est une somme de symboles. On sait qu'Emmanuel Macron cherchait une femme. On comprend par ce choix qu'il cherchait quand même une continuité dans le style Castex, parce que c'est pas du tout la même personnalité, mais c'est le même type de positionnement, une technicité dans les dossiers, un leadership avéré dans la discussion, la négociation, mais qui fera pas d'ombre au président. Donc c'est très probablement un élément du choix
Castex a été beaucoup décrié, en tout cas il a été moqué au début de son mandat, mais il semblerait qu'il est pas cristallisé de distance ou de perte de points particulière pour le chef de l'État, ni pour son gouvernement. Donc en effet, il est probable qu'il ait cherché à cocher toutes les cases, et on a vu d'ailleurs à quel point l'exercice lui a pris du temps, et de la tergiversation pour en arriver là, en testant d'ailleurs, probablement, c'est ça qui a été fait, hein, en jetant en pâture et en testant différents noms pour évaluer les retours qui lui étaient faits sur le passé. Donc voilà, visiblement, en plus, elle a un passé qui a très probablement été passé au laser par les uns et les autres, et qui donc ne peut faire l'objet d'aucun reproche en particulier. Donc oui, elle coche vraiment énormément de cases pour Emmanuel Macron, c'est certain, et probablement pour la France. Guy. D'abord, l'aspect personnel sur lequel elle a été d'une discrétion totale jusque-là, je ne sais pas trop comment il est... Il n'a pas été publiquement sorti de manière officielle. Hein. C'est-à-dire, il y avait tout le monde à chercher. En fait, il y avait une interview vieille de 2 ou 3 ans où apparaissait l'histoire de son père. Et une fiche Wikipédia qui a été rectifiée dans la journée, qui est pourtant une histoire simple sur les juifs russes et juifs polonais. Je peux témoigner que d'une partie de la Pologne, les juifs sont arrivés en France avec des papiers russes. Parce que c'était la Russie avant 1918, etc. Voilà, bon, avant l'indépendance de... Donc à l'origine... Et d'autres sont arrivés avec des papiers autrichiens. Mais bon, c'est une famille russe. C'est bien une famille polonaise de la partie de la Pologne annexée par la Russie au XVIIIe siècle. Donc voilà, brièvement, dont la France avait fait brièvement le Grand-Duché de Varsovie, rétablissant l'indépendance. Mais autrement, après les partages de la Pologne... Ouais. Ça, pour la petite histoire. Pour la grande, elle a évidemment quelque chose qui nous la rend profondément proche, c'est-à-dire fille de résistants juifs ashkénazes déportés, etc. C'est la famille. C'est la famille. Bon, voilà, c'est notre famille. Bien. Avec, pour moi, c'est comme ça. Avec cette tragédie qui se prolonge après Auschwitz, celle de Joseph Bornstein, qui est celle de Primo Levi. Ces gens n'ont jamais quitté. Oui, c'est le même. Ces gens n'ont jamais quitté Auschwitz. Ces gens n'ont jamais quitté Auschwitz. Oui. La mort les accompagnait. Voilà. Et donc, il y a eu des tragédies comme ça, il y en a eu beaucoup. De suicides. C'est des choses dont on parle peu. Et des suicides qui ont lieu quelque temps après le retour de déportation. 20 ans, 30 ans après le retour. Là, c'est, je crois, 71, 72. Elle a 11 ans, donc c'est 25 ans après la libération du camp, après la sortie du camp avec le retour. Et comme Primo Levi, c'est assez longtemps après, parce que Primo Levi publie d'abord chez un petit éditeur. Et, absolument. Ensuite, c'est repris chez Enodi, et il se suicide après, quand il est devenu une gloire internationale. Bon, voilà, à juste titre, une référence. Primo Levi va se suicider parce que il est allé au bout, il ne peut plus vivre. Il est marqué, imprégné d'Auschwitz. Voilà, et là, c'est la même histoire. Donc, c'est l'histoire qui nous touche. Après, il y a la politique, évidemment. C'est la famille, on peut aussi s'engueuler en famille. Hein. Ça, c'est le principe en République. Alors, la politique, revenons à un moment... Parcours sans tâche, pas sûr, s'agissant du Code du travail, s'agissant de la réforme de l'assurance chômage, s'agissant de trucs. Parcours de gauche, mais enfin, c'est quand même pas, selon les syndicats, garde de meilleurs souvenirs. Voilà. Et ça rend éventuellement problématique la suite, parce qu'il va falloir négocier la réforme des retraites. Ça ne part pas forcément sur les meilleures bases, même si je ne suis pas du tout
pour le gadget mélenchonien de la retraite à 60 ans, parce que ça ne marche pas. Mais... Non, mais là, pour le coup, le parcours a quelque chose de méritoire, quoi. C'est quand on vient de là avec les événements, les épreuves qui ont été les siennes, elle s'est complètement... bon, on emploie beaucoup le mot résiliente, mais là, c'est vraiment la décision d'aller à Polytechnique et de servir son pays d'une manière ou d'une autre. Juste, d'ailleurs, un point là-dessus, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je voyais quelqu'un sur Twitter qui a fait remarquer ça l'autre jour. On parle beaucoup du rêve américain, et on a des complexes par rapport à ça, mais on a en France aussi des personnalités, voilà, comme Elisabeth Borne. Le tweet en question, je ne me rappelle plus qui l'avait fait, parler de Manuel Valls, qui avait été naturalisé français à 20 ans et qui était devenu Premier ministre. On pourrait être un peu plus fier parfois aussi de notre modèle de méritocratie républicaine, qu'il faut rendre le plus large et le plus universel possible, mais on a aussi dans notre pays ce type de profil qui arrive à émerger, à représenter le pays. Et des profils d'ailleurs, je trouve que c'est très important de dire ça en effet, et de s'en souvenir, qui ont souvent un sens de l'intérêt général et un sens de l'État en l'espèce qu'ils incarnent vraiment par leur personnalité et leur parcours à la fois. Alors, on va terminer par un tour de table sur votre coup de cœur ou votre coup de griffe, mais j'aimerais quand même qu'on dise un mot, puisque mardi soir dernier, dans le quartier de la Duchère à Lyon, un homme de 90 ans, monsieur René Hadjadj, qui est un membre actif de la communauté juive, est mort après avoir été poussé dans le vide par un de ses voisins, qui a été interpellé et qui a été placé en garde à vue. L'enquête n'a pas encore établi les causes de ce décès. Le quotidien Le Progrès précise que il s'agit d'un homicide, la piste du moins d'un homicide volontaire à caractère antisémite a été évoquée, mais n'a pas été retenue pour l'instant. C'est le langage habituel, surtout en période d'élection, Ariel? C'est des schémas qui commencent à se répéter. Il est évident que pour beaucoup d'entre nous, ce décès, cet assassinat, rappelle beaucoup, y compris pour son aspect ambivalent au point de départ, celui de Sarah Halimi et celui de Mireille Knoll. En fait, on ne va pas se mettre à la place de la justice, mais par contre, on peut avoir une lucidité sur son travail. Et il y a deux facteurs qui souvent permettent de se cacher derrière son petit doigt dans des situations similaires, qui sont invoqués, qui sont la folie ou la dispute. Donc, folie ou dispute qui ramène en fait à l'idée d'un fait divers isolé, qui n'aurait pas de résonance avec la société. C'est juste pour dire que la folie ou la dispute, quand il y a un juif dans l'histoire, se termine souvent par la mise à mort de ce dernier dans des conditions extrêmement violentes. Et 10 secondes, voilà. Vous avez 10 secondes chacun d'entre vous et chacune d'entre vous pour dire votre coup de cœur ou votre coup de griffe. Ariel. Lisez Marie Ndiaye, qui s'avère être la sœur de Pape Ndiaye, qui a écrit 3 femmes puissantes. Franchement, c'est magnifique. Benjamin. Coup de cœur, écoutez, je suis en train de regarder une très belle série qui s'appelle Pachinko, qui est inspirée d'un roman américain qui a eu le Pulitzer, qui raconte l'histoire d'une famille coréenne à travers la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. C'est une très belle méditation sur la famille et l'identité. Guy? Oui, moi j'ai un coup de cœur pour le cinéma français et le renouveau de Cannes, voilà. Le renouveau de Cannes, notamment avec Arnaud Desplechin. Avec Arnaud Desplechin. Absolument. On a failli... Merci, c'est fini. Voilà. Oui, il y aura peut-être... On a été privé. Voilà. On a Et été un privé de festival cinéma. Voilà. Merci à tous les trois. Merci à Dominique Moïsi. Bon dimanche à tous.